Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Non, je pense que c'est toutes. Aujourd'hui, on va écouter Juliette qui va nous parler de l'accompagnement des habiletés sociales dans les TSA en orthophonie. Sujet ô combien intéressant, surtout traité par Juliette. Eh bien, vas-y, à toi. Bonjour, bonjour à toutes, du coup. Déjà, un grand merci à Charlotte pour cette invitation, puisque j'aime toujours venir parler des habiletés sociales. Heu, alors, on se voit aujourd'hui pour une demi-heure. Je vais essayer de tenir le timing, pour pouvoir avoir un temps de questions, même si voilà, je vois qu'il y a pas grand monde, mais bon, peut-être que vous aurez quand même des questions. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc je suis Juliette Cosnier, je suis orthophoniste à Lyon. Je travaille actuellement, mon activité principale, c'est, une activité libérale. Et puis j'ai également en parallèle une activité de formatrice dans le domaine des habiletés sociales, donc en formation continue pour les orthophonistes et autres professionnels de santé. Voilà, avec, chez Oseo Formation. Et j'ai également une activité, d'enseignement en formation initiale auprès des étudiantes en orthophonie, et des étudiants, puisqu'il y en a quelques-uns à l'école de Lyon. Voilà, voilà. Moi, mon dada, dans ma clinique, c'est, tout ce qui est, approche fonctionnelle et notamment, les approches, socio, interactionnelles, on va dire. Depuis toujours, ça fait 15 ans que je suis orthophoniste et même depuis, mes études, puisque j'avais déjà, fait mon mémoire de fin d'études, en neurologie où, où on avait, tenté de oh pardon, excusez-moi. Où on avait tenté avec ma collègue de, créer un outil d'accompagnement des aidants, de personnes aphasiques pour travailler autour de la conversation. Et puis ensuite, très rapidement dans ma pratique, j'ai été plongée dans le domaine des troubles du neurodéveloppement et notamment des troubles du spectre de l'autisme, en travaillant du coup en structure, centre d'évaluation et de diagnostic, et ensuite j'ai intégré une unité d'accompagnement parental pendant 5 ans. C'était assez avant-gardiste, on va dire, puisque, c'était il y a 10 ans et l'idée, c'était pas de se substituer aux soins, mais plutôt d'accompagner tout un système à la suite d'un diagnostic de TSA chez un enfant, et d'accompagner surtout les parents et la famille, par le biais de groupes parents et de visites à domicile ou dans les différents milieux de vie de l'enfant, avec vraiment cette idée d'avoir une approche, qui soit écologique et fonctionnelle pour la famille et pour le patient. Et ensuite, j'ai eu la chance de travailler en CATTP, en intervention précoce, où je me suis, formée, certifiée à l'ESDM, au modèle de Denver. Voilà, voilà pour mon CV, mais on va attaquer pour, pas perdre de temps. Est-ce que Charlotte, je peux te demander peut-être au bout de 30 minutes de me faire un signe? Parce que j'ai pas de Ok, ça marche. je Je vois fais ça. plus ma pendule sur mon ordi. Merci beaucoup. Alors déjà, on va essayer de définir les habiletés sociales. C'est pas si simple et en fait, il y a pas vraiment de consensus dans la littérature. Les auteurs, en fait, mettent plus ou moins certaines compétences dans le champ des habiletés sociales ou pas. Alors là, je vous ai mis 2 définitions. Une définition qui nous vient des États-Unis, de Bellini. Donc Bellini, c'est un des auteurs d'une des méta-analyses de 2017 sur les compétences sociales et lui, voilà, il aborde les compétences sociales comme, des comportements, n'importe quel comportement qu'on peut mettre en place au quotidien. Pour avoir, des interactions qui soient acceptables, mais surtout qui suscitent chez l'autre des réactions positives et pour éviter les réponses négatives. Voilà. Simon Baron-Cohen, qui est anglo-saxon, lui, il dit: «C'est la capacité d'interagir avec autrui de façon appropriée et efficace». Donc voilà, on voit bien, que ce sont des définitions très larges et quand on arrive avec une plainte autour des compétences sociales, ça ne va pas, nous suffire pour chercher comment, avoir des objectifs qui soient, atteignables et efficaces. Là, je vous ai mis 2 autres définitions, des définitions qui sont francophones pour le coup. Une première, donc c'est une définition d'Amaria Bagdadi qui est, neuropédiatre et Judith Brizot-Dubois qui est orthophoniste. Et là, voilà, on voit qu'il y a une ortho, dans la boucle puisque du coup l'interaction et notamment la communication, sont au centre de cette définition et pour elle, voilà, les habiletés sociales, c'est vraiment, arriver à percevoir, comprendre un message
qui seraient communiquées par quelqu'un et puis savoir comment y répondre et puis les mettre, par des moyens, verbaux et non verbaux. Alors, là, je pense qu'elle parle plutôt des moyens oraux, quoi, du langage oral et de la communication corporelle qu'on pourrait y mettre, de façon appropriée et selon, la situation dans laquelle on interagit. Et puis en bas, j'ai fait exprès de mettre ces 2 définitions sur cette diapo pour vous montrer, à quel point on peut aller vers des choses plus ou moins larges quand on parle d'habileté sociale. Une définition de Mehdi Liratni et Catherine Blanchet. Mehdi Liratni, il est psychologue et je crois neuropsychologue, mais j'en ne suis pas sûre. Et Catherine Blanchet est éducatrice. Et ces auteurs ont créé un programme, d'entraînement aux habiletés sociales, qui s'appelle le programme GACS, qu'ils ont décliné en 3 niveaux de développement. Et dans un de leurs ouvrages, eux, ils définissent ces compétences sociales comme des compétences, qu'on met en œuvre, en effet, un savoir-faire, des comportements qu'on va mettre en place dans nos interactions. Mais ils ajoutent à ces comportements, de communication, un savoir-être. C'est-à-dire que ça va au-delà de juste, l'interaction sociale, mais ça sera aussi, avoir certains codes sociaux comme par exemple, je vous parle et je ne suis pas en train de me gratter le nez ou, la façon dont on va se présenter, donc même, ça peut aller jusqu'à l'hygiène corporelle, hein. Si on prend par exemple, le brossage de dents, hein, c'est un bon exemple ou encore traverser au passage piéton. On pourrait intégrer, si on prend cette définition plus large des compétences sociales, ces compétences comme des compétences, qu'on met en œuvre pour être acceptées et éviter du coup l'isolement, la marginalisation. Voilà pour les définitions. Donc on voit que c'est un champ très vaste et c'est parfois, compliqué de s'y retrouver et de savoir par où commencer et d'avoir une démarche clinique qui nous permette, de faire avancer, ce domaine de compétences. Donc pour, compléter cette définition, il faut savoir que c'est des compétences qui vont être utiles tout au long de la vie. Et en fait, tout au long de notre vie, on apprend de nouvelles compétences sociales quand on est face à une nouvelle situation, à un nouveau groupe, de pairs. Là, je vous ai mis comme exemple le covid. Et bien, au moment du covid, on nous a dit: «Bah, voilà, il faut plus se faire la bise, vous devez respecter 1 mètre de distance» et au départ, on a appris, en fait, à des nouvelles façons d'interagir. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a observé et puis on a imité, on s'est appuyé sur, certains pictogrammes, des aides visuelles et puis à force de pratiquer, parce que c'est là aussi où ça va être très important dans le travail des habiletés sociales, ça va être de pratiquer, d'être mis en situation pour expérimenter ce que l'on apprend à l'enfant. Et à force d'être mis dans cette nouvelle situation et c'est devenu presque automatique. On a acquis de nouveaux, codes sociaux, de nouvelles habiletés sociales. Qui d'ailleurs maintenant, on n'a pas fait vraiment de retour en arrière sur certains points du covid. Par exemple, moi avant je serrais tout le temps la main finalement aux parents de mes patients et puis, il y a eu le covid et maintenant en fait, je me rends compte que il m'arrive maintenant de serrer, la main, aux parents, lors de la première rencontre, mais plus du tout à chaque séance. Donc voilà, elles sont principalement développées par apprentissage, notamment en observant, en imitant et en modélisant. Mais on sait que dans le développement, on va dire normotypique, elles vont, se développer de manière assez implicite, naturelle. Alors que chez les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme et ça c'est, voilà, quand on échange avec des adultes ou encore hier j'échangeais avec une ado, voilà, ils peuvent expliquer que pour eux, en fait, c'est constamment un apprentissage, explicite où ils vont aller observer, essayer de vraiment, se faire, planifier, en fait, toute une interaction et c'est beaucoup plus intellectualisé quand ils vont, mettre en place les comportements, dans les situations d'échange. Alors, voilà, moi j'espère en tout cas ici, vraiment pouvoir appuyer que, quand on est orthophoniste et puis d'ailleurs des auteurs, notamment Leaf, il a écrit un peu une bible sur les habiletés sociales, il dit: «Finalement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à travailler et parfois, heu, les accompagnants, les thérapeutes ont peur en fait de s'y coller, savent pas trop par quel bout commencer et pourtant,
quand on prend notamment, les troubles du spectre de l'autisme, par définition, les personnes avec un TSA vont avoir des difficultés dans les interactions sociales. Donc il faudra toujours l'avoir en tête vu que c'est une partie de la dyade, autistique. Elles vont prédire notamment de l'adaptation sociale, en fait, de l'impact que elles auront un impact direct sur le fonctionnement qu'on aura dans des groupes de pairs, en société. Et puis, dans la littérature, ce qui est documenté, c'est qu'en fait, elles sont souvent associées à des meilleurs, heu, résultats scolaires, puisqu'en fait, un enfant qui est ou un adolescent, hein, ou un adulte d'ailleurs au travail, qui est, bien dans ses interactions sociales, on sait que ça va diminuer l'anxiété et puis, l'enfant sera plus enclin en fait à apprendre et à corréler aussi avec une meilleure qualité de vie. On sait que leurs perturbations, bah, ça va entraîner, bah, de l'isolement, ça peut entraîner de l'anxiété, de la dépression, voire, chez les adolescents, on sait TSA, bah, souvent plus d'envie de passage à l'acte ou des voilà, des conduites à risque. Ici, je vous ai mis, une infographie de Caroline Lapointe. C'est une étudiante qu'on a encadrée avec Sarah Julien qui est aussi orthophoniste pour son mémoire de fin d'études et elle m'a autorisée du coup à la diffuser. J'aime beaucoup cette infographie parce qu'on voit vraiment, la complexité de ce domaine de compétences qui va être transversal à d'autres domaines d'apprentissage, et puis, le fait que les habiletés sociales, voilà, on les utilise en interaction, qu'elles sont très corrélées à la communication, à nos capacités de communication et notamment de langage, hein, qu'elles sont sous-tendues par des processus cognitifs, qu'on appelle notamment les cognitions sociales, mais elles sont très interdépendantes et on va en reparler du contexte socioculturel de la personne. On peut y mettre 3 dimensions, une dimension cognitive, elles sont aussi associées à tout ce qui est émotion, régulation émotionnelle, compréhension et expression aussi, émotionnelle et puis, on peut, les voir sous un angle comportemental, cognitivo-comportemental. Le travail de Caroline portait vraiment sur le travail des orthophonistes dans ce domaine des compétences sociales en maternelle, entre 3 et 5 ans. Parce qu'entre 3 et 5 ans, on sait que c'est une période charnière pour le développement social, dans le développement, bah, normotypique, puisque l'enfant, il acquiert énormément de compétences, à cet âge-là. Donc c'est, bah, la maternelle, c'est les premières interactions avec les pairs, qui se complexifient. On sait que, c'est aussi les premières amitiés qui se créent, les premières appartenances au groupe et bah, je ne sais pas si vous avez des enfants, de 5 ans dans votre entourage. On sait que vers 5, 6 ans, en fait, un enfant, il est déjà capable de, comprendre que l'autre a des croyances, a des pensées. C'est les 1res, étapes de la théorie de l'esprit. Il est capable aussi de commencer à, lui, avoir un propre retour sur ses pensées. C'est ce qu'on va appeler la métacognition, sur ses propres comportements. Il est capable de pouvoir avoir une petite, conversation, de raconter un événement de manière informative. Il va être capable aussi de mentir, de tricher, les premières compréhensions de l'ironie, des blagues, hein et donc c'est vrai que, ce mémoire insistait sur le fait qu'il faudrait les prendre précocement en charge. En termes de taxonomie, ces compétences sociales, elles sont difficiles à classer puisque, comme on disait, elles recouvrent aussi plein de domaines de compétences, notamment, le jeu. Par exemple, le jeu, c'est des interactions sociales, la communication expressive, la communication réceptive et donc, il existe, presque autant d'auteurs que de façons de les classer. Là, je vais juste attirer votre attention sur le fait que, on peut séparer, mais c'est quand même interrelié, le fait que parfois on va travailler des compétences spécifiques et qui seront transversales à plusieurs situations. Par exemple, le fait de garder une distance sociale adaptée. C'est une compétence qu'il faudra avoir dans plusieurs situations sociales. Le fait de prendre son tour, le fait de pouvoir décoder une émotion, le fait de pouvoir exprimer ses émotions, hein, c'est des choses qu'on va faire dans plusieurs situations sociales. Et puis, elles peuvent être aussi appréhendées dans certains programmes, notamment d'entraînement aux habilités sociales, comme, des compétences, dans une situation spécifique, qu'on va mettre en œuvre dans une situation spécifique ou dans une nouvelle situation. Par exemple, aller à la bibliothèque, faire une petite course, commander un menu au restaurant.
Alors évidemment que les compétences transversales vont être aussi utilisées dans ces compétences spécifiques, mais quand on va construire un projet thérapeutique et qu'on va recueillir par exemple la plainte de la famille ou du patient, il faudra avoir en tête qu'on pourra soit ben, travailler autour d'une compétence, d'une situation pardon, spécifique, soit sur une compétence qu'il faudra ensuite généraliser à différentes situations. J'espère que je suis claire. Heu, ça va aussi dépendre un peu du niveau de développement de l'enfant et de s'il y a ou non une déficience intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, ou des adolescents d'ailleurs, avec qui on pourra travailler une compétence transversale et par analogie, ils parviendront à la généraliser et à adapter cette compétence selon la situation. Et puis, il y a des enfants avec qui on va devoir travailler cette compétence dans chaque situation. Voilà. Un petit point avant de parler vraiment, d'accompagnement à proprement parler, autour, des écueils qu'on peut avoir quand on va, se frotter un peu au au travail des habiletés sociales avec nos patients. Heu, Tout d'abord, donc là, je vous ai mis une petite photo d'un champ de marguerites parce que j'aime bien comparer justement, les objectifs d'apprentissage, dans ce domaine des compétences sociales à un champ de marguerites. Et il faut bien avoir en tête quand, vous recevez un patient ou, une famille que souvent, une habileté sociale, elle va requérir plusieurs compétences sociales. On va prendre un exemple, on va reprendre par exemple l'exemple de faire une petite course ou bon, aller à la bibliothèque par exemple, prendre un livre à la bibliothèque si on prend cette situation spécifique. On peut imaginer que c'est un bouquet de fleurs et on pourrait même imaginer, selon là où en est l'enfant, que c'est plutôt un objectif à moyen, long terme. Et dans ce bouquet de fleurs, on va avoir plusieurs compétences qu'on va venir décortiquer et travailler. Quand on veut emprunter un livre à la bibliothèque, nous, ça peut nous paraître assez, basique, mais pourtant l'enfant, il va falloir qu'il apprenne à attendre, par exemple, dans une file d'attente, à pouvoir saluer la personne, à pouvoir, prendre son tour de rôle quand il emprunte son livre, à pouvoir répondre à une question. Voilà, donc en fait, chaque, situation que vous allez travailler avec le patient, posez-vous toujours la question de: «Quelles sont les marguerites dont j'ai besoin pour faire mon bouquet?» Ensuite, il faut aussi avoir en tête que vous pouvez donc en fait, on va essayer d'enseigner un peu des régularités, d'enseigner des patterns sociaux que l'enfant devra ensuite, adapter au contexte dans lequel il se trouve. Mais c'est bien ça le problème, c'est que et c'est là toute la difficulté des interactions sociales et on peut bien imaginer à quel point ça peut être parfois fatigant et difficile pour les personnes avec TSA, c'est qu'un contexte, il sera jamais le même. Même si vous allez apprendre à l'enfant, emprunter un livre à la bibliothèque, ça sera jamais la même bibliothécaire, elle va jamais avoir, le même discours, parfois elle va dire, «Ah vous avez oublié un livre», enfin voilà. Une interaction sociale, elle ne sera jamais pareille. Et donc c'est là où c'est notre gros écueil, hein, c'est que quand on va les accompagner, il faudra bien avoir en tête que ce contexte, il est régulièrement changeant. Autre chose à avoir en tête pour moi qui est importante, c'est que ces habiletés sociales, elles sont très interdépendantes du milieu social et culturel d'où vient votre patient. Et on a tous nos propres représentations sociales. Et là, il va falloir vraiment faire du coup un pas de côté pour aller respecter finalement les préférences du patient et de la famille en termes de priorité dans les habiletés sociales. Et c'est vrai que, là, on peut vraiment en plus se référer par exemple à tous les travaux qu'il y a en sociologie, hein, les travaux de Bourdieu ou encore, Pinson-Charlot, c'est un couple de sociologues qui a étudié, les milieux riches par exemple. Et en fait, eux, ils montrent bien que même si, on devient en fait du jour au lendemain riche et qu'on veut essayer de s'intégrer dans un milieu, de personnes qui ont les mêmes, un peu aristocratiques, on va dire. Ce qu'ils ont montré en sociologie, c'est que malgré ça, même malgré que le capital économique soit identique, et ben, il est très compliqué de s'intégrer à un groupe de pairs, parce que, on a tous nos habitus, nos façons de parler, et nos compétences sociales. Et le capital social et culturel, il va être très important, en termes d'inclusion dans un groupe de pairs. Voilà, et un grand, grand, écueil, en tout cas un point important, auquel il faut avoir aussi, qu'il faut avoir en tête quand on accompagne les compétences sociales, c'est d'essayer de respecter vraiment les droits fondamentaux du patient qu'on a en face, ses préférences, le prendre dans son individualité, dans sa neurodiversité.
Et que voilà, l'idée, c'est pas qu'on va faire disparaître le trouble, mais plutôt vraiment d'accompagner, la personne, et ou sa famille, sur des objectifs qui soient fonctionnels, et si possible, choisis et élaborés ensemble. Donc on va toujours se poser la question de: «Est-ce que, bah, déjà je me situe dans la zone de développement de l'enfant? Est-ce que je suis pas trop haut, trop bas dans mes objectifs? Est-ce que ce que j'enseigne à cet enfant et bah, ça va l'aider dans son quotidien et pas juste dans mon bureau? Est-ce que voilà, je fais attention à avoir priorisé aussi, ce que la personne, l'apprenant a envie de travailler?» Voilà. Pour toutes ces questions autour du soin et de l'éthique finalement, hein, autour de la neurodiversité, bah, je vous invite d'ailleurs à aller voir les posts de Charlotte, hein, sur son compte, hein, de réflexion orthophonique et aussi sur le compte de Frédéric, Achille, Orthophonie, il y a pas mal de choses sur le sujet. Donc voilà, en gros, là, pourquoi on va les accompagner? C'est que, on sait que ces compétences sociales, elles sont, bah, corrélées au développement naturel du langage, oral notamment, hein, puisque, ben, si on a une visée, socio-interactionniste du langage, on sait bien que plus l'enfant il aura d'expériences d'interaction sociale, plus son langage pourra se développer. Cela va permettre du coup des échanges avec les pairs, de créer parce que finalement c'est ça les compétences sociales. In fine, c'est pouvoir créer des relations signifiantes dans le temps, pouvoir, créer des amitiés, pouvoir créer des relations, signifiantes avec sa famille et ainsi cela va participer au bien-être à l'école et puis, bah, au travail ou dans les différents milieux de vie de la personne. Ce qui permettra également, bah, de faire diminuer l'anxiété sociale qui est quand même, la plupart du temps présente chez les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Déjà bon, chez les personnes, neurotypiques également, mais on sait qu'elle est très importante. Alors, une fois que voilà, vous accueillez, vous avez enfin, je ne sais pas si vous travaillez en libéral ou en institution, vous accueillez, une famille et un patient et une personne qui a une plainte là-dessus. Là, je vais vous proposer un peu de vous parler de ma démarche clinique, hein, malheureusement, c'est hyper dur en une demi-heure j'ai envie de vous parler trop de choses, mais voilà, je vais essayer d'être assez claire sur, une sorte un peu de progression dans la démarche clinique. L'idée, c'est que moi, j'ai tenté de m'appuyer alors, sur les piliers de l'evidence-based practice, donc qui est une démarche clinique pour essayer de pouvoir évaluer et d'être efficace dans nos approches. Du coup, bah, vous allez aller chercher des preuves externes, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe dans la littérature, pour travailler avec ce patient autour des compétences sociales. Ou alors vous allez aller en formation continue pour aller chercher du coup des données, de la littérature sur les outils et les stratégies à mettre en place. On va aller aussi à chercher, bah, des preuves internes, c'est-à-dire, bah, qu'est-ce que dans ma pratique, j'ai déjà mis en place et qui a fonctionné, tout en veillant à toujours évaluer ce qu'on fait et très, très important pour moi dans les compétences sociales et vous l'aurez compris, on va aller recueillir la plainte des parents et si possible du patient. Ça, c'est une infographie qui est tirée d'un article de rééducation orthophonique qui a été écrit par Julie Catini et Maude-Claire Bonnémé et Maude-Claire Bonnémé, il y a pas longtemps, est intervenue au Centre Ressources Autisme à Lyon, dans le groupe des orthophonistes et j'aime bien, elle avait, englobé ces 3 piliers dans ce qu'elle appelait le contexte donné, et moi j'appelle ça le bon vieux principe de réalité, c'est-à-dire que oui, on essaye de respecter ces 3 piliers, mais avec, bah, parfois des freins ou alors des choses au contraire qui sont des leviers, pour l'efficacité de nos accompagnements et le contexte donné, bah, c'est que, ben, parfois, les patients viennent en taxi et on ne voit jamais les parents ou un patient qui est souvent absent, bah, forcément ça va rendre notre accompagnement, moins efficace. Alors, là, c'est une proposition de démarche clinique que je vous fais, hein. Moi, je suis pas chercheuse, je suis clinicienne, mais j'essaye quand même, j'ai à cœur d'essayer de proposer des choses qui soient, efficaces et qui aident, les patients. Donc l'idée, c'est qu'on va tenter de cibler une priorité, ensuite formuler un ou des objectifs, puis choisir des stratégies, des outils qu'on va mettre en place. On réévaluera après si c'est intéressant et tenter par la suite et on sait vraiment dans la recherche que c'est ce qu'il y a de plus compliqué, de garantir un accompagnement continu, c'est-à-dire une généralisation des compétences. Alors, comment on va cibler des priorités? Eh ben, on va évaluer le patient. Alors évaluer, on va surtout observer, ses compétences sociales,
de manière directe, c'est-à-dire, au sein de notre cabinet ou de la structure dans laquelle on travaille, mais aussi indirecte, en recueillant, le regard, des parents ou, avec des échelles d'auto-évaluation où c'est le patient qui pourrait répondre. L'idée, ça va être de voir justement si le patient a acquis ou est ou si la compétence est en émergence ou s'il n'a pas acquis la compétence pour avoir un impact le plus fonctionnel possible dans notre accompagnement. Et à partir de là, pour essayer de respecter la zone proximale de développement, on va choisir des objectifs d'apprentissage dans les émergences et dans les premiers échecs, puisque souvent on va utiliser des outils critériés, c'est-à-dire des grilles, des curriculums avec des items, et la plupart des outils critériés sont, annexés, on va dire, sur le développement neurotypique, donc en fait, par ordre de progression de difficulté. J'espère que c'est clair, mais n'hésitez pas à noter vos questions si vous avez des questions par la suite. Ensuite, on formule, des objectifs. On va essayer de formuler des cibles d'apprentissage un peu sous un angle comportemental, en étant bien précis sur ce qu'on va essayer d'enseigner à l'enfant. Vous savez, on va essayer d'aller chercher cette petite marguerite qu'on a envie de travailler. Et on va essayer de construire, on va, construire des objectifs, qu'on dit souvent, SMART, c'est-à-dire individualisés à l'enfant, qu'on va, heu, qui seront atteignables, qui pourront être observables, donc c'est-à-dire qu'on va vraiment décrire le comportement qu'on veut enseigner à l'enfant et mesurables. Ces objectifs, ils pourraient être, des objectifs à court terme, ce serait notre marguerite, et puis à plus long terme, du coup, ce serait nos bouquets de fleurs. Et on essaye de faire un plan d'intervention qui soit concerté avec la famille, avec le patient, ce qu'on appelle le PIOC. On va ensuite choisir des stratégies, donc ça, je vais y venir, et on va essayer de se baser sur des pratiques qui sont, fondées, sur la recherche. Et ensuite, moi, je trouve, enfin même, les auteurs d'ailleurs le disent beaucoup dans la littérature, on va essayer de garantir cet accompagnement continu en tentant, notamment par le partenariat parental, de généraliser ces compétences et qu'elles se maintiennent dans le temps. Alors, je regarde juste l'heure, il me reste pas longtemps et j'ai bientôt fini. Là, je vous ai fait un petit résumé. Alors, dans la littérature, il y a donc là, je vous ai mis en référence en bas de cette diapositive, les noms des auteurs et les dates des méta-analyses qui ont été faites sur l'accompagnement des habiletés sociales, dans le TSA. Et ce qui ressort de la recherche, c'est quand même qu'il y a rien de vraiment probant, pardon, hein. Mais parce qu'en fait, il y a beaucoup d'écueils dans la recherche, vu que dans le TSA, il y a des profils très différents. Ce qui ressort, c'est aussi que c'est très compliqué de savoir, si l'enfant, il maintient ses compétences justement et si elles sont généralisées, et ça, c'est quelque chose en clinique, qu'on voit, hein, des enfants qui vraiment dans les groupes d'habiletés sociales, ça se passe, plutôt très, très bien. Les interactions sont très adaptées, voilà, avec des régulations émotionnelles, plutôt, aussi adaptées. Et puis ensuite, on fait les entretiens avec les parents qui nous disent: «Non, mais dans la cour d'école, c'est catastrophique, quoi». C'est vrai que la généralisation va être, ça c'est ce qu'il y a de plus compliqué. En tout cas, la recherche, elle nous dit quand même certaines choses, avec toujours, l'idée de réévaluer, en fait, sa pratique. Mais, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est l'utilisation de stratégies issues de l'analyse appliquée du comportement, notamment, cette notion de guidance, l'idée de travailler autour de l'engagement et de la motivation, notamment à l'aide du renforcement. L'utilisation de repères visuels pour structurer le temps et l'espace et créer des environnements sécures pour l'enfant, pour qu'il puisse, s'exercer. L'instruction directe, l'apprentissage explicite, c'est l'idée que, voilà, à partir notamment de 5-6 ans, l'enfant, on peut vraiment lui donner une sorte de mode d'emploi, quoi, lui décortiquer ses compétences sociales pour qu'il puisse les apprendre, en fait, hein, lui donner des patterns. La pratique, donc c'est vraiment l'idée que par contre, par la suite, il faut, que l'enfant soit exposé à des situations où il peut s'exercer, mais que cette pratique, elle soit facilitée en lui apportant l'étayage nécessaire pour qu'il soit en réussite. Alors le travail de groupe évidemment, on va dire que le travail de groupe, c'est très documenté dans la recherche. Si vous voulez aller d'ailleurs plus loin sur le travail de groupe, il y a bientôt, tout un rééducation orthophonique qui sort sur, le groupe en orthophonie. Je pense qu'il va être vraiment très passionnant. Le travail de groupe, c'est en fait un interface entre la séance individuelle et puis, la jungle de la cour de récré, on va dire. Et c'est vrai que rapidement, je trouve que le travail individuel, ben, on va forcément rencontrer des freins qui et on va enfin moi j'ai rapidement quand même envie souvent de mettre les enfants en groupe,
si, ces enfants notamment qui ont un bon niveau de langage et pour qu'ils puissent s'exercer avec des pairs. Les récits sociaux, alors les récits sociaux, ils peuvent prendre différentes formes. C'est l'idée en fait de créer une narration, de la compétence sociale qu'on pourra illustrer aussi avec des pictogrammes, des images. La modélisation et notamment le vidéo modeling. Donc le vidéo modeling, c'est l'idée de montrer à l'enfant je vous montre, de montrer à l'enfant une vidéo, ou à l'adolescent une vidéo, où quelqu'un réalise la compétence et le vidéo modeling, c'est le seul, je crois, quasi le seul outil qui a enfin, c'est l'outil qui a montré le plus d'efficacité, dans l'accompagnement des compétences sociales. Le jeu de rôle, la pratique avec un père formé. Alors la pratique avec un père formé, c'est très développé aux États-Unis. C'est l'idée d'aller, former en fait les enfants, les camarades à l'école de l'enfant à interagir avec, leur père, avec cette idée que, bah, à la fois oui, on va, travailler avec l'enfant, autour de ses compétences sociales, mais aussi, le fait qu'on va aller sensibiliser et sensibiliser aussi à la neurodiversité les enfants, qui auraient un développement plus typique dans la classe de cet enfant. Alors je commence un peu à m'y intéresser, mais je pense que c'est vraiment un outil qui peut être, très fonctionnel, en fait. Et puis le partenariat avec l'école et la famille. Voilà, ça en gros, je vous ai fait un peu un résumé de tout ce qui a été étudié dans la recherche. Malheureusement, j'aimerais pouvoir vous parler et vous détailler tout ça, mais je ne vais pas avoir le temps. Voilà, là, je vous ai mis les ingrédients actifs, donc ça, c'est tiré d'une revue de littérature, de 2020 pour le groupe. Donc ça, vous pourrez aussi le retrouver donc dans le rééducation orthophonique dont je vous parle. Heu j'ai écrit un article du coup sur le travail de groupe, d'habileté sociale auprès d'enfants avec TSA, où notamment je développe un peu tous ces ingrédients actifs dont on a besoin. Le fait que ce soit des petits groupes, qu'il faut essayer d'avoir une homogénéité des profils, comment on pourrait impliquer les parents, l'enseignement didactique de comportements concrets, la modélisation, bah, tout ce qu'on vient d'énumérer déjà dans les ingrédients actifs. Hem Les récits sociaux, donc là, vous avez sur la gauche une power card et là, je vous invite aussi à aller voir le compte de Réflexion orthophonique puisque Charlotte, elle a fait un post, où elle détaille bien ce que sont les power cards, ou des petits scénarios, vous voyez, avec des images et des étapes ou des règles à respecter selon une situation. Voilà, je crois que ça fait une demi-heure, Charlotte, c'est ça? Je Oui, mais tu peux finir, hein, on n'est pas à 1 minute, ah, hein. je regarde, c'est ma C'est dernière tellement diapo. intéressant que je bois tes Ouais. paroles, donc vas-y, poursuis. Voilà, bah, que vous dire à part que pour moi, en fait, c'est vraiment devenu, une priorité clinique dans ma pratique puisqu'en fait, je trouve que ce sont des accompagnements très concrets. Le fait de prendre en compte ces compétences sociales, c'est souvent d'ailleurs une plainte forte chez les familles et chez, les patients, hein, notamment là, je suis plusieurs adolescents et c'est très riche, en fait, de pouvoir échanger avec eux ou avec même des adultes qui ont un TSA sur ces compétences sociales et du coup, voilà, je vais conclure sur cette citation de Temple, Grandin, je ne sais jamais comment on dit, qui est, une femme, autiste, qui a écrit un livre qui s'appelle «Ma vie d'autiste», qui a été adapté en film d'ailleurs et elle dit, elle, que ce sont justement ces fameuses compétences sociales et non la réussite scolaire qui vont permettre de déterminer si un enfant avec autisme pourra vivre de façon autonome une fois adulte. Voilà. Je Merci vais conclure beaucoup. là-dessus et vous remercier pour votre écoute. Alors moi, j'ai que des écrans noirs, c'est un peu perturbant. Voilà, heu, donc Merci voilà, beaucoup. En puis, plus, c'est chouette de finir sur, cette citation, je trouve. Merci beaucoup et Juliette, c'était vraiment hyper intéressant et je bah, trouve que de tu parles rien, vraiment des habiletés sociales avec, beaucoup de passion et de maîtrise et enfin ça donne envie, quoi. OK, bah, super, c'est l'idée, hein. Voilà et puis, bah, Est-ce voilà, qu'il y a si vous avez des ouais, questions, c'est parce que c'était limpide et clair. oui, voilà, Après voilà, vous pouvez c'est les poser super dans le chat difficile en aussi, une hein. demi-heure de voilà, beh, c'est sûr que là, en fait, c'est un condensé de 14 heures de formation que je donne. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez, concret. J'espère que c'était assez clair aussi parce que, ben, quand, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose quand même qui soit,
clair pour même des gens qui auraient pas du tout, une pratique autour de ce domaine de compétences. Donc voilà. Ah, j'aurais bien aimé avoir des exemples. Des exemples d'outils de compétences sociales? Ah, de groupes. Et ben, ce que je peux vous recommander, c'est d'aller plus loin dans votre formation, peut-être soit de faire de la formation continue ou ensuite je vous dis, le rééducation orthophonique, je pense, sur les groupes en orthophonie est très, très riche puisque du coup, je crois qu'il y a une partie, bah, bégaiement, oralité, habileté sociale, et dans l'article que j'ai écrit, je détaille vraiment comment on peut les mettre en place et les outils qu'on peut utiliser. Et bah, de Ouais, rien. des exemples de groupes, du coup, ouais, de matériel, de structuration de la séance, de patients. Alors, dans l'article Je là sais dont je pas, vous parle, enfin, moi par j'ai rapport à la plutôt question, en fait, je sais ah pas oui, oui, voilà, ouais, si tu peux être plus précise. Oui, c'est moi qui ai posé la question. Vous m'entendez? ah oui. Oui, 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 pas un peu de loin, mais Oui, c'était en fait, je trouve super intéressant d'avoir les différentes étapes de la démarche oui, et puis, en face de ces étapes, j'aurais bien aimé avoir, 1 ou 2 exemples, de dire, bah, voilà, par exemple, ben, pour ce groupe, d'enfants de tel âge, avec tel objectif, ben, voilà comment on en est arrivé là, en fait, hein. ouais, Voilà. OK. Mais c'est pas En grave, je fait voulais aller sur rééducation orthophonique, hein, il y a pas de souci. non, non, mais c'est vrai que j'ai hésité. Je savais pas trop, en fait, si je faisais justement quelque chose sur le groupe d'une demi-heure, auquel cas j'aurais plus développé ça. Mais l'idée avec Charlotte, on s'était dit, c'était quand même que ça puisse, être un peu de la entre guillemets «vulgarisation», des habiletés sociales, déjà bien les définir, pour les orthophonistes qui, par exemple, n'auraient pas de pratique, dans ce domaine-là. En tout cas, sur le groupe, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que beh, d'ailleurs dans l'article, j'en parle un peu, et dans la formation, mais on va souvent quand même, adapter en effet le contenu et la structuration du groupe et les outils qu'on utilise à l'âge de développement. Donc on voit souvent quand même que ça on va avoir différentes stratégies d'apprentissage selon si c'est un groupe de maternelle, par exemple, un groupe élémentaire ou un groupe ado. Ouais. Est-ce que je réponds, à Si, votre si, oui, question? oui, tout à fait, tout à fait. OK, bah, je vais déjà aller voir dans rééducation orthophonique si je trouve, Alors il n'est pas encore sorti, hein, il sort en décembre, ce numéro. OK et puis, les slides, il y a moyen de les avoir ou pas? Le PowerPoint? Oui. Eh ben, je pense que vous pouvez l'avoir en replay, sur, je sais pas Charlotte, comment ça se passe? Quelle est ta politique là-dessus? Je ne sais pas. Bah après, si toi tu veux le transmettre, on peut aussi le mettre en lien Je peux le transmettre. consultable. Ouais. Oui. Parce que du coup, ça nous donne effectivement les étapes et puis après à nous de faire un peu le travail, de voir, bah, de faire fonctionner la grille quoi, plus ou moins. Oui, voilà, bah, après, ouais, c'est sûr que oui, c'est plutôt là, l'idée, c'était de voir un peu comment ce qui est compliqué, en fait, dans les habiletés sociales, en tout cas, moi, c'est ça, l'écueil clinique, on va dire, auquel j'ai été confrontée au départ, je trouve, dans ma pratique et puis encore maintenant, hein, d'ailleurs, c'est vraiment que c'est un tellement gros paquet, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, c'est comme j'ai l'impression qu'on est face à un mur de bûches. Souvent, les parents, ils vont arriver en disant: «Mais tout est difficile». On va lister des compétences qu'on travaille, ils vont dire: «Mais je veux tout travailler moi». Enfin, je veux que mon enfant, il travaille tout et donc c'est comment, en fait, dans notre démarche, on va aller chercher, en fait, finalement, bûche par bûche pour avancer, plutôt que d'essayer de prendre toutes les bûches d'un coup et que tout s'effondre et qu'en fait, finalement, on s'épuise, les parents aussi et surtout le patient aussi, quoi. OK, merci. Alors j'ai une question. Votre formation Oseo, est ouverte oui, elle est ouverte à différents professionnels, tout à fait. Et est-ce que je travaille personnellement avec d'autres professionnels? Oui, alors c'est vrai que ce qu'il y a de mieux, c'est quand on peut être, par exemple, en partenariat avec une autre personne pour faire du gros, ça c'est sûr. Et ben, votre question, c'est avec quel autre professionnel ou si moi je travaille avec d'autres professionnels? Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Oui, alors avec quel autre professionnel? Ça en fait, peut-être que votre question, c'est un peu l'idée de se dire qui peut travailler les habiletés sociales et ça, par rapport à ça, je pense que
toutes les professionnels du médico-social formés au TSA et au domaine des compétences sociales peuvent les travailler. On voit bien que dans la définition, en fait, on peut aller de comprendre, je ne sais pas, sur quelque chose de très orthophonique, aller dans la conversation, pouvoir poser une question, par exemple. Enfin, de très orthophonique, de plus orthophonique que, par exemple, se brosser les dents, qui pourrait être quelque chose de travaillé pas forcément par les orthophonistes. Et pourtant, si on prend l'exemple de se brosser les dents, ça peut avoir une fonction sociale puisqu'on ne se brosse pas que les dents pour pas avoir de caries, on se brosse aussi les dents pour, socialement, sentir bon de la bouche, ne pas avoir les dents sales, voilà. Donc oui, éducateur, psychologue, j'ai peur d'en oublier toujours. Psychomotricien, ergothérapeute, qui sait que j'ai aussi en formation, après ça peut être aussi les AMP en structure, les orthophonistes évidemment, voilà. Des médecins aussi des fois qui viennent, voilà. De rien. Bon, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup encore, Juliette. Merci Merci, Charlotte pour l'invitation. Merci aux personnes qui étaient là. c'est ça, qui ont posé Merci des à vous et questions. merci pour l'organisation aussi. Bonne journée. Merci. Merci, ouais, bonne journée.